La table ronde à laquelle vous allez assister pose la question d'un monde sans travail au regard des progrès de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle, qu'on appellera IA, pour faire plus simple. Cette table ronde, elle s'inscrit dans le cadre du 46e théma proposé par le Théâtre Liberté Château-Vallon Scène Nationale, un théma dont je vais tenter une nouvelle fois d'interpréter le titre « Au travail ». Merci. Merci, je commence à bien la voir. Je suis Anna Loubrémondi, disons l'intelligence superficielle qui va vous accompagner sur cette table ronde, qui va animer les échanges avec nos invités que je vais vous présenter au fur et à mesure. On part donc sur un peu moins d'une heure de table ronde et vous pourrez ensuite faire part de vos remarques et vos questions. On aura un petit peu de temps pour ça. Et je commence le tour de table avec vous, Michel Rubineau, bonjour. Vous avez un micro ouvert devant vous. Bonjour. En 2016, vous avez votre fan club au premier rang également. Oui, non, mais je déplace toujours avec mon fan club. C'est une sage décision. En 2016, vous avez cofondé et dirigé la société Cartesiam. C'est une start-up qui était spécialisée dans l'intelligence artificielle embarquée. Cartesiam a depuis été rachetée par ST Microelectronics, mais elle est toujours toulonnaise, cette entreprise, elle est toujours à Toulon. Et vous avez également fondé le Centre mondial dédié à l'IA embarquée. Si aujourd'hui l'IA est assez présente dans les débats, dans les conversations, presque omniprésente, notamment au sujet des emplois de demain, en 2016, ça paraissait encore un peu loin, quand vous avez attaqué Cartesiam. Quand avez-vous vraiment connecté, vous, avec ces enjeux de l'IA? Quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait s'y mettre sérieusement? C'était un an avant, c'était en 2015, quand on est parti... avec mon frère, enfin avec mes deux associés, mes deux futurs associés, je les ai embarqués pour leur dire qu'on manquait dans la région d'entreprises d'IA embarquées, d'IA et notamment en IA embarquée. On est parti dans la Silicon Valley. On a rencontré des Français qui s'étaient installés là-bas et on a compris tous les enjeux. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé, au retour de ce grand périple, très intéressant, on a compris certains enjeux qui étaient... Même pour moi, l'IoT, les réseaux de neurones, les synapses, tout ça, c'était un peu du chinois. Et il a fallu vite s'adapter. Heureusement, j'avais des gens autour de moi qui étaient tout à fait compétents dans le domaine. Et j'ai monté cette entreprise que j'ai présidée jusqu'en juillet 2021, lorsque on n'a pas été racheté, on l'a vendue à ST Microelectronics. Merci pour cette précision qui fait la différence. Vous avez raison de le souligner. Donc vous avez été racheté, c'est pour eux que vous avez monté ce centre mondial de l'intelligence artificielle embarquée. C'est quoi pour les personnes qui sont peut-être, qui savent peut-être pas ce que c'est que l'IA embarquée, un exemple? Ça c'est important, enfin par rapport au travail, on pourra en parler par la suite, mais l'IA embarquée, c'est une IA qui est complètement autonome. C'est-à-dire que le gros problème de l'IA, et ça les gens n'en sont pas conscients aujourd'hui, ils vont pas tarder tous à en être conscients dans peu de temps, parce que quand on voit les ravages qu'il y a en termes de cyber aujourd'hui, c'est uniquement parce que quand on va chercher des données, l'IA c'est avant tout des datas, et quand on va les chercher dans le cloud, on les exporte de l'entreprise, et ça pose des problèmes notamment de sécurité, de consommation et de confidentialité, de perte même de capacité à conserver toutes ces données. De souveraineté? Pardon? De souveraineté? De souveraineté, tout à fait. Et donc, on a créé un système, et on a été les premiers, on a déposé le premier brevet au monde, qui permet de faire de l'IA embarquée dans un microcontrôleur. Un microcontrôleur, pour le public, c'est un des plus petits ordinateurs. Il y a le MEMS qui est encore un peu plus petit, mais sur mon ongle, là, on peut mettre une dizaine de microcontrôleurs. Et donc, on arrive à faire ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'on apprend des données, on les transmet à une image, à une machine, à un système, à un médecin, beaucoup de choses, c'est très transverse. Et partant de là, la machine compare ce qu'elle a appris par rapport à ce qu'elle constate. Et si elle trouve une distance mathématique entre ce qu'elle a appris et ce qu'elle constate, c'est qu'il y a une dérive. Elle est capable de signaler, par exemple, en termes de maintenance prédictive, que la machine, si c'est une machine, une pompe, elle ne va pas tarder à tomber en panne. Mais ça se fait en local. Et ça, on en parlait tous les deux là il y a quelques minutes, c'est une spécificité toulonnaise. Il y a des grands centres d'IA en région sud, que ce soit à Marseille ou à Nice, Sophia Antipolis, la maison de l'IA, tout ça.
Mais en termes d'intelligence artificielle embarquée, à Toulon, on a des compétences. Donc moi, j'ai fait venir ST Microélectronique. Quand je leur ai vendu la boîte, ils ont bien compris qu'il ne fallait pas mettre nos data scientists dans une grande entreprise avec 4000 personnes à rousser. Donc on les a laissés à Toulon. On a créé ce centre qui travaille aujourd'hui avec le monde entier. Et on a une partie donc R&D, une partie centre de compétences où les entrepreneurs qui veulent monter des projets d'IA viennent. Et nos ingénieurs les conseillent, ils leur disent, ben voilà, pour faire ça. D'ailleurs, j'ai fait un meet-up, il y a certaines personnes de la salle là, qui étaient présentes à ce meet-up il y a quelques semaines, chez ST, où on a expliqué comment on pouvait faire de l'IA embarquée et la mettre à la disposition de petites entreprises, puisque dans la région toulonnaise, il y a beaucoup de PME. Et quand on parle d'IA, les entrepreneurs disent, oh là, si je dois embaucher un data scientist, ça va commencer à me coûter de l'argent, déposer des brevets, tout ça. Et on a démontré que certaines petites entreprises de la région utilisaient notre IA pour justement améliorer leurs compétences et l'avaient mis en place assez facilement. Donc voilà, c'est... Donc Toulon, capitale de l'IA embarquée. Et on travaille sur des projets actuellement pour justement faire valoir cette spécificité toulonnaise. Et je pense que dans pas longtemps, vous allez entendre parler, il y a des choses qui se préparent et qui sont hyper intéressantes. Je ne sais pas quel est l'équivalent du cocorico toulonnais, probablement quelque chose de l'ordre du pilou-pilou pour dire qu'on est très fiers. Le pila-pila. Voilà, le pays, bon bref, on ne va pas se lancer là-dedans. Vous présentiez justement votre voisin, je donne la parole à Hervé Glotin. Bonjour Hervé, vous êtes bioacousticien, enseignant-chercheur à l'Université de Toulon et membre du LIS, le laboratoire d'informatique système qui est coporté par le CNRS, les universités d'Aix-Marseille et de Toulon. Et vous travaillez aussi sur un centre international d'intelligence artificielle en acoustique naturelle. Effectivement, vous avez beaucoup de points communs. La bioacoustique, ça consiste à enregistrer, à référencer, à étudier la réception et l'interprétation des sons par des organismes vivants, le vivant, dont font partie les animaux. Et vous étudiez, par exemple, les sons émis par les cétacés, mais aussi les chauves-souris, les oiseaux, les abeilles, le vivant, en somme. Est-ce que vous diriez que votre discipline, qui est sensible, qui est connectée à la nature, elle a toujours été liée à la technologie ? Alors de plus en plus, je dirais que c'est de la mesure in situ. Il faut être réactif sur le terrain. Et donc la problématique de l'IA embarquée que Michel présentait est complètement la définition de la bioacoustique de nos jours. C'est-à-dire qu'il faut des systèmes qui se réveillent à l'entente, à l'écoute de signaux d'intérêt, des systèmes qui enregistrent et qui déclenchent éventuellement des alertes. Alors c'est très intéressant pour éviter des collisions entre cétacés et trafic maritime. C'est très intéressant pour prévenir l'apiculteur que sa ruche est en danger. C'est aussi intéressant quand des oiseaux nicheurs sur un site particulier arrivent et qu'une saison commence pour éviter des interactions avec des activités touristiques ou autres. Et donc il nous faut de la décision sur site, il nous faut de l'acquisition de mesures sur site et de compression des données pour transmettre juste la présence d'une espèce à telle date par téléphonie et non plus transmettre les données brutes. Voilà, donc on concentre l'analyse, la détection et la décision sur les écouteurs. Donc on est complètement dans l'optique que je découvrais de Michel, excusez, je n'ai pas su auparavant, et on a une approche qu'on appelle neuromorphique, parce que le cerveau sait très bien écouter, analyser les scènes acoustiques. Et donc on travaille sur une approche basse consommation avec des nouveaux composants qu'on appelle les memory stores, qui sont des synapses qu'on peut programmer pour construire des circuits qui écoutent et qui analysent les modifications de l'environnement. Donc c'est un peu des espions, des oreilles artificielles et des cerveaux artificiels. On n'est plus dans l'ère de l'enregistrement et de ramener les données au laboratoire. On est dans l'ère où on enregistre sur site, on compresse les données, on les analyse et on envoie des alertes. Donc c'est assez fascinant et il y a beaucoup d'inspirations qui viennent des neurosciences dans ces affaires-là. Et donc analyser aussi comment les animaux perçoivent leurs scènes acoustiques, pour nous, est une source d'inspiration. Donc on travaille beaucoup sur les modèles des chiroptères qui analysent avec leur sonar le milieu, sur les modèles des cétacés qui font aussi usage du même sonar mais sous l'eau, de la chouette qui chasse à l'oreille,
on essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que les animaux, les êtres vivants sont si performants dans l'écoute et l'analyse du monde. On va parler de son aussi avec votre voisin, Sylvain Brémond, que vous connaissez sous le nom de No Quantize, qui est artiste musicien, producteur également. Pour vous aussi, l'intelligence artificielle revêt des enjeux. Mais c'est vrai que il y a de la navigation, hein, peut-être il faudrait que je présente un peu votre style. Il y a de la navigation aussi chez vous. Vous naviguez entre du rock psyché, du hip-hop, du trip-hop. Et votre discipline, elle est très challengée par l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a tendance à opposer l'intelligence artificielle avec la création humaine, mais pour vous, c'est un tort. Ce n'est pas du tout votre vision de la chose. Oui, pas seulement. En fait, dans ce domaine-là, on peut faire un emploi de l'intelligence artificielle hyper créatif, parce que du coup on peut utiliser un aspect aléatoire sur les résultats qu'on peut trouver en utilisant les IA. Donc on en a qui nous permettent de créer directement du son, en fait, donc avec des connaissances qu'elles ont déjà vis-à-vis des bases de données qui existent, de la musique classique, de la musique moderne et j'en passe. Et de l'autre côté, on a aussi en fait des intelligences artificielles qui permettent de recréer un petit peu des spectres audio, qui connaît un petit peu les mathématiques et les algorithmes un petit peu de la musique et de ces mathématiques, et en fait qui permettent de créer des choses qui n'existent pas forcément et qui, de mon point de vue, génèrent des choses très intéressantes pour la création, des choses assez inattendues. Et ensuite, on a aussi des IA qui sont à la base d'un emploi de technique qui permettent par exemple de séparer des éléments au sein d'un même fichier audio, un master, ce qu'on appelle. Dans mon cas, je m'en sers beaucoup. Je pourrais développer ça peut-être un petit peu après pour entrer en profondeur, mais c'est un outil qui peut être très pratique au niveau technique pour travailler, trafiquer, isoler ou pour soigner l'esthétique d'un son. Mais en revanche, qui peut avoir un emploi artistiquement intéressant si on fait du sampling, par exemple, comme ce que je fais, c'est-à-dire réutiliser des masters qui existent déjà et de pouvoir séparer des choses et créer des choses qui n'ont pas été encore faites. Voilà, et puis après, personnellement, je me sers aussi d'intelligence artificielle qui traite de l'image, comme on va pouvoir voir peut-être tout à l'heure, et qui, je trouve, est un excellent outil, en fait, que ce soit pour des images fixes, créer des covers et créer des visuels en fait qu'on peut rattacher à une entité artistique, un artiste ou autre, et aussi de par ça faire de la vidéo ou du stop motion ou autre, en fait, qui rend ces choses-là accessibles, qui rentrent dans une problématique très actuelle pour un artiste, c'est-à-dire de se vendre, de pouvoir s'illustrer, de pouvoir se montrer, etc., qui représente un budget, qui représente aussi un savoir-faire, etc. Et un artiste indépendant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit un petit peu savoir toucher à tout, savoir comprendre beaucoup de choses qui sont parallèles et autour de la pratique de la musique. D'autre part, il y a aussi une partie, je dirais qu'aujourd'hui, les portes des labels, même indépendantes et des majors aussi, qui sont beaucoup plus grosses, sont un petit peu plus fermées qu'à une certaine époque. Enfin, disons que c'est pas les mêmes fonctionnements qu'à une certaine époque. Et ça prolonge un petit peu cette autonomie que les artistes peuvent avoir depuis quelques années, depuis l'arrivée d'Internet. Et donc, c'est logiquement une avancée technologique qui permet quand même de progresser dans ce sens aussi. Vous y voyez une opportunité de décupler vos possibilités artistiques, mais ce regard que vous portez, que vous allez effectivement développer, vous allez nous montrer ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Est-ce que c'est partagé, selon vous, dans le milieu artistique, ou est-ce que vous entendez aussi beaucoup de réserves ? C'est très partagé, c'est assez normal, je trouve, et humain de chaque avancée technologique ou autre, en fait, de tout de suite se mettre des freins, se poser la question de quel risque il peut y avoir, qu'est-ce que ça peut apporter, quelle idiocratie ça peut apporter aussi, que ce soit dans une forme de science ou une forme artistique. Personnellement, je trouve ça intéressant. Dans globalement l'esprit créatif, il y a énormément d'artistes en fait qui se considèrent ouverts d'esprit et qui doivent peut-être répondre même de cette ouverture d'esprit. Pour moi, c'est un énorme challenge en fait, très obligatoire en fait face à l'intelligence artificielle, de voir à quel point on peut être ouvert à ça
en avoir peur pour des raisons plus ou moins légitimes, mais aussi d'un autre côté, justement, accepter un petit peu le présent, être en 2024 et voir comment on peut détourner cette chose-là de manière intéressante pour s'amuser avec et pour créer des choses sans réinventer la roue, mais peut-être faire des choses intéressantes et déjà s'amuser. Je pense pour moi c'est un bon processus pour sortir des choses intéressantes. Voilà. Vous avez vraiment une approche outil et vous partagez cette approche outil avec votre voisin, Thierry Guével. Bonjour. On termine ce tour de table avec vous. Vous dirigez le site Naval Group d'Olioul depuis 3 mois, ce qui fait de vous un jeune directeur de chez Naval Group. Naval Group, c'est le leader européen du naval de défense au service des missions stratégiques pour plus de 50 marines. Et sur votre site à Olioul, il y a une spécialité numérique, une excellence numérique qui est portée. Chez vous, on s'intéresse à l'IA depuis environ 2020, mais vous en êtes encore au balbutiement. Pourquoi ? Alors oui, bonjour. Pourquoi les balbutiements ? Première raison, c'est que nos clients ne le demandent pas. Et deuxième raison, je pense qu'on faisait de l'IA avant de savoir que c'était de l'IA. Notamment, on a échangé un petit peu auparavant au travers de la maintenance prédictive, comme disait le monsieur, l'ancien entrepreneur, voilà, Michel. Et en gros, nous, on le faisait. Je me souviens quand je m'occupais de frégates fortement armées il y a une dizaine d'années. On avait un logiciel qui s'appelait peu importe Compass là et qui traitait des données assez astronomiques pour les marins, et c'était bien de l'intelligence embarquée, et qui indiquait, comme on a dit, votre moteur, allez, je vais vulgariser, votre moteur de propulsion, c'est pas dans 5000 heures ou 5000 heures de fonctionnement ou 2 ans que vous devez faire une visite générale, c'est dans 1 an parce que telle pièce précise va vous lâcher. Et si vous voulez rester sur un théâtre de guerre, voilà, on vous conseille de faire cette maintenance au préalable. Ensuite, pour troisième raison, voilà, comme a dit mon collègue à côté, je pense que voilà, on travaille nous que pour les militaires, marine française et étrangère. Dès qu'il y a une technologie comme ça nouvelle, c'est pas qu'on met les freins, mais on préfère regarder comment que ça se passe, surveiller. C'est un peu le réfléchir avant d'agir, parce que comme on dit, l'IA, c'est pour beaucoup du traitement de bases de données pléthoriques. Donc nous, il ne faut pas qu'on ait des données incomplètes ou fausses, parce que vous imaginez les dégâts que ça peut faire au travers d'une arme, puisque ce qu'on fait au Olioul, c'est des logiciels liés au système de combat. Donc vous avez vu le contexte géopolitique actuel plus que tendu, notamment avec les outils en mer Rouge. Si jamais nos frégates multimissions ont pu tirer des missiles contre des drones, voilà, il vaut mieux pas qu'ils se ratent, puisque sinon c'est un bateau qui vaut beaucoup plus cher que des missiles, qui part à l'eau et avec des êtres humains en plus. Bon, voilà, un peu brosser le portrait. Nouvelle technologie, oui, mais pour finir, on veut garder la main sur l'outil et non pas que l'outil prenne la main sur l'homme. On est toujours assez méfiant, puisque le résultat peut avoir des conséquences assez néfastes. Merci. On développera justement ce qu'on peut faire aujourd'hui chez Naval avec l'IA. C'est vrai que l'IA, c'est un domaine vaste comme l'océan. Ça touche un large scope de métiers. Vous en êtes d'ailleurs la preuve. Vous représentez des corps de métiers très différents. Et c'est vrai qu'on va s'intéresser aujourd'hui plus spécifiquement à la façon dont ça peut reconfigurer notre façon de travailler. Chez vous, Sylvain Brémond, il y a une vraie petite révolution de l'IA sur la création, sur la façon de créer. Alors je le disais en introduction, vous évoluez dans un scope artistique qui va de l'hip-hop au trip-hop avec aussi du rock psyché, c'est assez large. Et il y a une tradition, notamment dans le hip-hop, de digging, on allait chercher, on allait déterrer des pépites dans des bacs à vinyle. J'ai appris le terme de Dusty Fingers, vous connaissiez ce truc? C'est les gens qui fouillent dans les bacs à vinyle et qui ont de la poussière sur les doigts. Vous étiez un Dusty Fingers vous-même? Tout à fait, ouais. Tout à fait, parce que le hip-hop, on va dire que c'est un petit peu ma porte d'entrée dans les musiques électroniques et dans la production, même voir la composition, etc. Parce qu'à la base, je suis un batteur, et c'est pour ça qu'au tout début, j'ai commencé la musique jeune avec la batterie. J'en fais toujours aujourd'hui avec un groupe de rock. Mais à un moment donné, je me suis porté sur le rap, sur le hip-hop, et dont la discipline dépend... Enfin, à la source était faite par ce qu'on appelle le sampling. Le sampling veut dire en français donc échantillonner. Échantillonner donc des musiques préexistantes et dans lesquelles on vient prendre une piste de batterie, aller piquer chez James Brown par exemple, le moment dans The Funk en fait où il y a juste une tourne de batterie qui opère, on la met en boucle et ça nous fait notre première piste de batterie. Même chose pour l'harmonie, on peut aller piquer des violons chez Bach, piquer
des solos de sax ou tout simplement des ensembles orchestraux ou que sais-je. Et avec tous les outils aussi qui vont conforter la production. Ça va être des synthés pour faire peut-être des nappes derrière, des synthés qui vont faire des lignes de basse. Voilà en quoi consiste un petit peu le hip-hop à la base. Et moi, je m'y suis penché, j'ai commencé à en produire. Et par ce biais-là, on est obligé d'aller donc se tourner vers le sampling. Et le sampling, ça nous tourne vers la culture du disque et nous ouvre plus largement aussi à la culture musicale. Parce que chez un disqueur, on a la chance d'avoir, pour 90% du temps, des bacs qui soient très éclectiques. Et en fait, du coup, c'est en cet endroit-là que je trouve que l'IA a eu un phénomène intéressant. C'est-à-dire que sampler, c'est récupérer soit une fraction de seconde ou même une plage entière de musique. On peut la réinterpréter, mettre un petit peu d'effort là-dedans pour la recouper et redesigner un petit peu les notes qu'on a à l'intérieur. Et il y a aussi certaines pratiques en allant de plus en plus vers la modernité. Paradoxalement, en fait, le sampling a créé une discipline qui s'appelle le beatless. Et le beatless, en fait, c'est l'art d'utiliser un sample unique. Donc, déjà, le sample a eu une certaine notoriété dans l'escroquerie pour beaucoup de gens qui ne comprenaient pas forcément cet art-là, ce qui est complètement compréhensible. Là, ça va d'autant plus loin parce que c'est l'utilisation d'un master. Donc, sur les questions aussi d'intellectuel, de propriété intellectuelle, etc., c'est un danger. Mais bon, artistiquement, après, quand on le pratique, on s'en soucie pas forcément. C'est cette question qui vient ensuite. Mais donc le fait d'utiliser simplement une seule boucle sans rien d'autre, redécouper et réinterpréter un peu cette boucle, pour moi c'est un petit peu un aspect pointu. Et en fait l'intervention de l'IA au sein même de cette pratique du sampling était hyper intéressante. Celle que j'ai citée tout à l'heure qui permet de séparer des instruments, permet presque la recomposition globale d'un titre où peut-être il n'existe même plus les pistes séparées de, je sais pas, un morceau de John Coltrane ou de David Axelrod ou autre, dont on va récupérer simplement le master et pouvoir réinterpréter une musique depuis une musique qui existe déjà. Et ça, c'est une pratique qui m'a beaucoup intéressé. Et en fait, l'IA, pour ce coup-là, est très intéressante. Voilà. En fait, vous dites que ce qu'on faisait avant avec le vinyle, d'aller récupérer des petites boucles, on le fait aujourd'hui donc avec des solutions d'intelligence artificielle. C'est finalement la même idée. On va reprendre une création existante pour l'amener vers une autre création. Mais ça vous permet quoi? Ça vous permet un gain de temps? Ça vous permet d'avoir quelque chose qui est mieux réalisé? Expliquez-nous pourquoi ça vous intéresse plus d'utiliser l'IA plutôt que d'aller, avec vos vinyles, chercher des boucles intéressantes. Parce que dans ce cas-là, par exemple, ça permet simplement d'aller plus loin. C'est-à-dire que le phénomène d'essayer d'isoler des instruments à travers des égaliseurs et des outils graphiques qui vont trier les fréquences. Il y en a d'autres aussi en fait, qui peuvent permettre ceci, mais ça permet tout simplement d'aller plus loin parce qu'on peut aller vraiment découper quelque chose à l'intérieur du spectre et recréer. En fait, je pense que ça recrée pour certains softs, en fait, ça recrée complètement d'aller plus loin dans la création, bien sûr. Après, on a aussi des softwares d'intelligence artificielle qui sont très utilisés dans le studio, qui permettent aussi de faire du nettoyage fréquentiel, qui permettent aussi de faire de venir gérer ce qu'on appelle la dynamique. C'est des fois des sons qu'on appelle très compressés, pour essayer de vous vulgariser très brièvement. C'est compressé, c'est comme le son que vous pouvez comparer entre la radio et le son que vous pouvez écouter sur votre CD. Vous pouvez écouter la même version d'une chanson, quand elle passe à la radio, vous la sentez très tendue, très contractée, parce que ça permet d'avoir une cible géographique un petit peu plus loin. C'est-à-dire on peut changer de pièce quasiment, et des fois on entend encore la radio. On peut utiliser des IA qui détendent aussi certaines pistes, qui devraient en fait prendre des heures et des heures sans pouvoir vraiment changer le fond. Ça va être vraiment de la réparation. Mais l'IA en fait, permet vraiment de recréer, en fait, comme dans le visuel. Des IA que j'utilise aussi pour créer donc, ce que je disais, du clip ou alors des covers, des visuels. C'est des logiciels qui à la base recréent des pigments. En fait, c'est des logiciels comme par exemple Playground, qui permettaient d'effacer un piano d'une photo.
Et en fait, ou de recréer par exemple un personnage, mais tout simplement en interprétant et en créant des pixels. Et c'est la même chose à peu près dans la musique, en tout cas pour certaines IA comme ça. C'est ce que vous disiez, effectivement, vous avez un peu réalisé votre rêve avec les outils IA, avec Playground, parce que vous avez pu réaliser votre propre clip animé. Il y a aussi une idée de démocratisation de la production, de la création, puisque ce sont des outils qui sont relativement accessibles, qui permettent de faire des choses, des créations très soignées, depuis chez soi. On peut peut-être regarder les images que vous avez réalisées, vous nous Bien expliquez Juste pour introduire ça rapidement, justement aussi, dans la musique, on a aussi des IA qui créent des sonorités, qui créent des chansons. Hervé, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, qui vous-même, vous avez créé... a créé sa propre chanson. Sa propre chanson, créée par une IA de toutes pièces, etc. Il se passe la même chose aussi dans le sampling. C'est le problème de la propriété intellectuelle aussi, c'est cette question de droit d'auteur et tout. D'avoir des IA qui peuvent créer et apporter de la matière gratuitement, ou en tout cas qui posent le moins de problèmes possible au niveau de la propriété intellectuelle, pour moi c'est une aubaine, je trouve. Et là, pour parler un peu d'image, moi c'est un peu le même principe que je trouve comme aubaine vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Par exemple, c'est vrai que ça faisait des années que ça me trottait de vouloir faire un clip animé. Donc un clip en animation, c'est quand même un travail qui est très long, très coûteux, et où on a besoin d'avoir quelqu'un qui est très très expérimenté au bout de ce processus. Et en fait, j'ai essayé moi de mon côté d'illustrer une musique qui était assez courte, justement pour que ça prenne le moins de temps, le moins d'argent et compagnie. Et en fait, j'ai fait la rencontre de Playground. Et Playground, du coup, comme je disais, c'est cette IA où on peut, dans un prompt, générer avec un texte une image. Donc une image au sens large, ça peut être une photo, ça peut être un dessin, ça peut être une peinture, ça peut être... Donnez-nous un exemple de prompt, par exemple. Ouais, un que j'aime bien, c'est 1970s Colored Photography, qui donne des photos en fait qui ont été faites, on dirait de la pellicule qui est fait en du Kodak en 16 mm, des années 80. Ouais, c'est ça, ouais. ou même une image stoppée d'une Super 8. Il y a toute l'IA en fait, elle comprend ce truc-là, c'est-à-dire qu'elle a tous ces tags, toutes ces définitions, et en fait en les mélangeant, ça donne en fait le texture comme une photo qui date de cette année-là, que ce soit en montagne. Colored photographie, parce qu'il y a eu une époque où on peignait avant qu'on ait recolorisé, ouais, tout à fait recolorisé. Et en fait, on peut rentrer une multitude de tags en fait et de notions les unes après les autres sans que ce soit une phrase. Avec un sujet, un verbe, un complément. Voilà, tout à fait. Merci. Vous voyez les dégâts de l'IA sur vous quand même. Si voilà, ouais, c'est ça. J'allais en parler après. Mais pour le coup, voilà, en fait, j'ai fait un clip avec ça, c'est-à-dire en générant une image après l'autre. On peut créer à partir d'un prompt une image faite de toutes pièces par une intelligence artificielle, et surtout on peut reprendre les images qu'on crée et poursuivre le prompt. Donc en fait, vous allez voir un clip où il y a une image qui se décompose et qui, petit à petit, en ayant Marseille, petit à petit, on a le port de Marseille qui se construit, mais dans les mêmes proportions, dans les mêmes formes qu'il y avait à la base. Et puis après, ensuite, j'ai mis Adam et Ève, et puis d'un coup, on voit des serpents et des personnes peintes nues et des scènes qui ressemblent à des peintures qui en font allusion. Ensuite, je suis parti dans la guerre, dans ceci, dans cela. Enfin, vous allez voir. On va voir une construction parce que ça qui se fait parle petit à petit, et ça, en fait, en développant le prompt, voilà, fait en 3 heures, je crois. Fait en 3 heures, ce que vous allez voir. Maximilien, qui est là-haut, qui nous entend, j'espère, si tu peux envoyer cette œuvre. Donc, je crois que c'est le clip du morceau qui s'appelle Flutio, c'est ça ? C'est ça.
Bravo Sylvain. 3 bravo heures bien Playground. utilisées, je pense qu'on peut l'applaudir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Faites du bruit pour l'IA aussi. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Il y a d'autres artistes qui utilisent l'IA, que vous connaissez, qui en font des choses et qui utilisent l'IA vraiment comme un partenaire de création, comme vous. Hein. C'est vraiment une approche outil. Hervé Glotin, vous aussi, vous avez composé un morceau, mais ça n'est pas de ça dont vous allez nous parler tout de suite. L'IA se substitue en partie à l'humain, et c'est d'ailleurs ce qui tracasse ses détracteurs, c'est cette substitution à l'humain. Dans votre métier, est-ce que moins d'humains, ça peut être un avantage pour préserver la tranquillité des espèces, notamment? Non. La tranquillité des espèces est en danger et c'est pas l'IA qui va déroger à la règle, puisque c'est l'humain qui va piloter l'IA pour des questions de rendement, d'optimisation. Donc je pense pas que l'IA permettrait de moins perturber les animaux si c'est à but économique. Par contre, nos systèmes de surveillance, d'anti-collision, trafic maritime cétacé ou des effets des polluants sur les ruches, là oui, l'IA joue un rôle positif. Donc je dirais, si c'est l'IA manipulée par l'humain pour l'humain, non. Mais si c'est l'IA pilotée pour réguler l'humain et protéger la biodiversité, oui, un grand impact est prévisible. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette technologie-là, vous? De notre côté, c'est la capacité à traiter des grandes masses de données, d'une part. Alors ça, c'est le côté en laboratoire. Et puis l'autre côté, c'est l'IA embarquée dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a deux pans qui sont parallèles. Ramener des quantités de données importantes. Alors aujourd'hui, on a 1 pétaoctet d'enregistrement du monde entier, que ce soit sous-marin ou terrestre, et on commence à apprendre des modèles de langage des animaux, qu'ils soient mammifères ou pas. Et c'est assez fascinant parce qu'on prédit les chants de baleines à bosse, on prédit sans trop d'erreur quels vont être les chants de l'année suivante. En fait, il y a une certaine dérive des chants des baleines à bosse, et cette logique qu'on ne comprenait pas, elle peut être apprise, captée par la machine. Du coup, on peut, l'année suivante, constater que les chants des nouveaux chanteurs sont assez prévisibles. C'est étonnant, ça ne sert à rien, mais ça nous amuse. Et puis pour l'IA embarquée, eh bien, on essaye, comme on disait, de détecter les anomalies. Que ce soit dans une ruche, le parasite, le varroa, qui est une puce hein, qui contamine les ruchers. Ça s'appelle un varroa? Un varroa, oui. Ah oui. Oui. C'est intéressant comme nom de parasite. Pas le varroa, hein, le varroa. Le varroa. Ouais, oui, le varroa. Très bien. Et la punaise qui décime les ruchers, qui sont déjà fatigués de polluants, de néonicotinoïdes, de problèmes chimiques et puis de la sécheresse. Donc on essaye de mesurer les variations de l'activité de la ruche en l'écoutant, quand elle est saine, quand elle est parasitée, et on détecte assez directement le moment où la ruche bascule dans un effondrement. C'est là où il faut intervenir. Donc ça permet d'intervenir au bon moment. Mais c'est un rêve d'humain de pouvoir communiquer avec des espèces vivantes. Est-ce que c'est envisageable avec l'IA ? C'est-à-dire que oui, maintenant, si on se mettait à émettre les sons des chants des baleines à bosse quand elles arrivent sur les sites de reproduction, avant qu'elles chantent ces chants-là, et si ces chants-là avaient la logique du chant de l'année venant, on finirait par perturber malheureusement les choses, mais il faut éviter. Hein. Là, on est des apprentis sorciers. On s'évite complètement de faire du playback. C'est des techniques qui sont utilisées pour voir les réactions des animaux, des orques, des baleines, des cachalots. Certains collègues se sont tentés d'émettre des signaux en voyant la réaction des animaux. C'est assez radical. Hein. Les animaux fuient en général, parce que ça a du sens. On peut émettre du son qui a du sens. Ils comprennent. Oui. Mais c'est perturber le milieu. Bien sûr. Je lui disais que c'était le rêve de tous les maîtres de chiens et de chats d'un jour pouvoir communiquer avec son animal, de le comprendre, mais on n'en est pas tout à fait là encore. Michel Rubineau, moins d'humains, s'il y a moins d'humains,
c'est aussi moins d'erreurs humaines. En tout cas, c'est l'idée d'utiliser l'IA embarquée, c'est de réduire aussi l'erreur humaine. On peut le dire comme ça. Ce n'est pas le but principal de l'IA qui génère aujourd'hui des craintes. On peut en parler, je ne sais pas, mais... Volontiers. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se projeter dans une certaine perspective, en partant depuis 1792. On en est à la 5e révolution industrielle aujourd'hui, hein, et on a connu la révolution industrielle de la vapeur, de l'électricité, de l'informatique, l'Internet, aujourd'hui l'IA. Et il y en a une qui arrive qui va être très très forte, qui va nous impacter autant que l'IA, c'est le quantique qui arrive dans 2-3 ans, on ne parlera plus que de ça. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que chaque fois qu'il y a eu une révolution industrielle, et on en vit une actuellement avec l'IA, il y a eu une augmentation de la productivité. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On dit moins d'humains, moins d'erreurs. Oui, chaque fois qu'on a mécanisé un système, on a cherché à faire en sorte qu'on diminue le risque d'erreur. C'est vrai. Mais surtout, le fait marquant, c'est qu'on a augmenté la productivité. Et on le voit bien, le temps de travail au moment de la mise en place de la machine à vapeur, c'était 80 heures par semaine. Aujourd'hui, on en est à 35 heures et on parle de la semaine de 4 jours à 32 heures. Et plus ça va, plus ça avance. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Les métiers ne vont pas disparaître, ils vont simplement changer. Hein, quand on a inventé le moteur à explosion, les chauffeurs de diligence se sont dit on va se retrouver au chômage. C'est devenu des chauffeurs de taxi. Hein, donc, et tous les métiers comme ça ont évolué. Et moi j'aime bien regarder cette perspective, parce que je sais que ça évolue dans ce sens-là et que demain, il y a certains métiers qu'on connaît aujourd'hui qui sont des métiers de gestion, notamment, qui sont plus ou moins condamnés et qui vont être remplacés par des métiers de créativité. Donc l'intelligence artificielle, elle va être mise au service de plus en plus de gens. On va réduire évidemment le risque d'erreur et les métiers vont évoluer. Certains vont disparaître, certains sont en train de se créer. Moi j'en parlais déjà en 2016 dans les conférences que je donnais, on en avait discuté, et notamment les hommes politiques qui s'inquiétaient de voir disparaître l'emploi. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement se dire qu'il y a une évolution. Moi, je discutais aussi avec des professeurs, puisque j'ai donné des cours à la fac aussi, avec des professeurs qui s'inquiétaient de l'arrivée de ChatGPT en disant les élèves ne vont plus travailler. Il faut absolument leur interdire d'utiliser ChatGPT. Oui, on peut aussi interdire aux gens de rouler en voiture, on peut essayer d'aller contre l'évolution, on n'y arrivera jamais. Au contraire, il faut utiliser ces choses-là et faire en sorte d'apporter de la data supplémentaire par rapport aux outils qui nous sont fournis. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque majeur, il y a simplement un phénomène qui date depuis la première révolution industrielle, parce que c'est là que notre PIB, on va dire, a commencé à grimper. Avant, il était complètement plat, hein, il n'y avait pas de productivité. Et aujourd'hui, on va vers des objectifs qui sont beaucoup, beaucoup plus ambitieux. Et on est loin d'imaginer, quand on sait qu'avec l'informatique quantique, les calculs vont être des millions et des millions de fois plus rapides que ce qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il faut dire au public une chose très claire, c'est que la date de validité de ce qu'on vous dit aujourd'hui sur l'IA, c'est environ 1 mois. Hein. Dans 1 mois, ça sera plus valable, hein, ça aura déjà évolué. Donc voilà, il faut suivre l'évolution et se dire qu'on essaye d'aller vers une certaine productivité, on va vers une certaine qualité, et c'est là que ce que vous disiez au niveau de l'erreur prend tout son sens, mais il faut qu'on accompagne cette évolution parce qu'elle est irréversible et qu'on ne pourra pas aller contre. Alors après, il est bien clair que l'IA mise entre les mains de certaines personnes ne se développera pas comme si elle était mise entre les mains d'autres personnes. Il y a des génies sur Terre. Moi, j'ai regardé la semaine dernière, j'étais à Paris pour Viva Technologie notamment, et j'étais à mon hôtel le soir, il y avait un reportage sur une chaîne qui parlait de la carrière de Elon Musk, et qu'on voit
les ambitions qu'a cette personne, grâce notamment à l'IA, ça peut faire peur. On va tous se retrouver sur Mars. En 2030, il a dit qu'il y aurait une centaine de personnes déjà qui seraient sur Mars. C'est demain. On n'imagine pas. Mais voilà, il faut vivre avec son temps et je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur. N'ayez pas peur, c'est presque biblique, Michel Rubino, cette parole. Des enjeux de sécurité, vous le disiez, de souveraineté aussi, vous en parliez tout à l'heure. C'est vrai que chez Naval, Thierry Guével, il y a bien sûr ces enjeux-là de sécurité, vous le disiez, des hommes et des données. C'est pour ça d'ailleurs que dans votre organisation, on a conservé pas mal d'humains, beaucoup d'humains dans les process, parce qu'on ne peut pas tout à fait encore se fier 100% à la machine, du moins dans vos standards à vous. Sécurité des données, par exemple, qui vous amène à développer des chats GPT made in Naval, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les données secrètes que vous manipulez se retrouvent au siège aux États-Unis. Et puis sécurité des hommes avec des outils de navigation qui se perfectionnent pour prendre le moins de risques humains. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui existe aujourd'hui, de la réalité de l'IA chez Naval aujourd'hui ? Alors juste pour, avant de répondre à votre question, une réponse de politicien là, c'est juste pour rajouter un mot à ce qui a été dit. Voilà, avec l'âge, j'aime l'humain avec un grand H, c'est qu'on essaye aussi d'alléger la pénibilité du travail. Voilà, en plus de l'erreur, la pénibilité. Je rejoins un exemple. Vous voyez, on construit un nouveau bâtiment là sur Olioul, voilà, pour en gros 450 collaborateurs, comme on a la chance de s'étendre. Voilà, côté sécurité, vous imaginez, voilà, on a un site avec en gros 1700 personnes que nous sommes. Donc il y aura en permanence, évidemment, sans trop déflorer, mais on a des gardiens du temple, des gardiens de la sécurité, des superviseurs du site, et jour et nuit. Et donc vous imaginez, vous avez 50 écrans devant vous. Si jamais il y a, voilà, l'être humain a droit d'avoir l'attention qui baisse à un moment donné. Et justement, l'IA sera là, dans le futur bâtiment. Il y aura des caméras avec l'aide de l'IA qui vont compenser la fatigue éventuelle de l'être humain. Et quand on va se réveiller, on va lui dire « Non, regarde Robert, là, il y a un flash rouge sur telle personne. Cette personne-là, on lui a interdit déjà de venir sur le site pour X raisons que je ne peux dévoiler ici. » En tous les cas, c'est une aide là-dessus. Côté client, c'est une aide à la conduite, comme j'ai entendu, surveillance, voilà, ou navigation des baleines. Nous, ça va être navigation des sous-marins et des bâtiments de surface. Voilà, avec les théâtres de guerre ou les zones de tension que l'on connaît sur la mer. Et sous l'eau aussi, mais là on en parle moins. Eh ben, c'est bien de savoir, quand je vais aller d'un point A à un point B, les points A et B étant distants de longue distance, à savoir par où je dois passer, éviter par exemple, en l'occurrence aujourd'hui, les navires ennemis russes, voilà, entre autres. C'est quand même plutôt sympathique. Et puis en 3 aussi, c'est l'aide à la décision. Est-ce que j'ai en face de moi, autour de moi, un ami, un ennemi? Est-ce que je peux tirer, je suis commandant de bateau ou de sous-marin, est-ce que je peux appuyer sur le bouton pour tirer un missile ou une torpille? Et là, il ne faut pas se tromper non plus, vous voyez bien. Et aujourd'hui, c'est plus 10 secondes, 5 secondes, c'est inférieur tout à l'heure à la seconde où il faudra décider dans un théâtre de guerre. On peut vu, tout va très vite, donc si vous ne prenez pas le train, c'est un peu potentiellement l'outil sur lequel vous êtes qui risque de disparaître au profit de l'ennemi. Donc voilà, aide à la décision du commandement, aide à la navigation. J'allais dire à nos codeurs aussi qui font des logiciels. Voilà, ça les aide. Je ne connais pas assez, que je me dis, ça fait 4 mois que je suis arrivé. Donc il y a 90% de cadres chez nous, beaucoup de personnes, allez, 70% qui font vraiment du travail de création en informatique pour les fameux logiciels embarqués. Et donc pour aller plus vite, comme mon collègue musicien, ben, ils ont besoin un peu d'aide. Hein. Wikipédia, ça nous aide ou l'ami Google de temps en temps, sauf que là, il y a une plus haute valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on fait d'autres codeurs? En tous les cas, ça les aide. Voilà quelques exemples, mais comme je vous dis, on n'est pas, nous on est plutôt au balbutiement, on n'est sûrement pas en avance. Et je vois le président Macron, il a lancé un sommet de l'intelligence artificielle, rendez-vous en fin février 2025. Et nous on ira un peu plus vite sûrement, et nos clients aussi, s'il y a des processus, des règles d'or qui sont écrites, quelques règles de gouvernance pour justement, comme je disais, garder l'humain derrière la machine. On ne veut surtout pas se faire doubler. Parce que dans notre domaine, on ne peut pas se faire doubler. Voilà. Michel Rubino. Ouais, j'aimerais bien rebondir. Il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est que quand on a créé notre logiciel d'intelligence artificielle NanoEdge AI Studio, Alain Beltrando, qui était le patron du jumeau numérique, avec Philippe Pérez, ont été nos premiers clients. C'était en 2019. Le premier logiciel qu'on a vendu, on l'a vendu à Naval Group, parce que justement, ils voulaient tester, c'était sur le domaine de la maintenance prédictive, bien sûr,
chez Naval Group. Donc Naval Group avait été le premier client de Cartesiam. C'est un bon souvenir. Merci Naval Group. Juste un point, nous on a une gouvernance, pas une feuille de route pour ajouter un peu au processus quand même. On a un monsieur IA qui est justement au Lioul pour tout le groupe là. Qui vient d'être nommé, c'est assez récent. Oui, c'est ça, monsieur Rousset, là, pour ne pas le nommer, il y a 2 mois. Et donc, on va sûrement lui demander de construire une feuille de route. La stratégie, on la connaît un peu. Mais maintenant, il faut passer des discours aux actes et avoir un peu plus de cas concrets. Et pour finir, c'est un formidable vecteur d'innovation. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir de futurs marchés. Il n'y a pas photo aujourd'hui dans les produits que l'on fait. Moi, je me suis occupé longtemps des choses plus basiques que sont la coque, la mécanique, etc. Là, c'est le système de combat et quand ça plaise ou ça ne plaise pas, mais les produits que l'on vend et qui finalement défendent les Françaises et les Français, on a besoin des systèmes d'armes, j'allais dire malheureusement, mais la vie est comme ça jusqu'à présent en tous les cas. Il y a un autre métier qui a été révolutionné. Les amateurs de cinéma, vous avez pu le découvrir dans Le Chant du Loup, qui avait été tourné en partie à Toulon. C'est le travail des oreilles d'or. C'est ce que vous disiez, on identifie beaucoup plus vite sous l'eau à qui on a affaire. Et vous m'avez dit, et ça pour nous c'est un progrès, parce que vous m'avez dit « no emotion in business ». C'est-à-dire que l'IA va apporter ce côté émotionnellement froid qui est très précieux pour la défense. Oui, c'est ça. Si vous pensez au Chant du Loup, avec notre ami Chaussette, là, la personne ou le commandant derrière lui dit « dis-moi vite fait si c'est un ami ou un ennemi avant que je donne l'ordre de tirer une ou plusieurs torpilles ». Et on voit Chaussette qui transpire, hein, vous imaginez le film, il ne sait plus trop où il est. Voilà. Tandis que là, avec l'IA, normalement, on garde un temps d'avance. De toute façon, l'anticipation, c'est le maître mot dans notre domaine. Plus on peut anticiper, meilleures seront les décisions prises. Donc là, c'est encore une aide à l'être humain. Et ça lui évitera d'apprendre, peut-être c'est dommage hein, pour le cerveau, voilà, quand je pense aux enseignants, voilà, on va moins développer peut-être le cortex puisqu'on va s'appuyer plus sur l'outil. Néanmoins, il y aura moins d'erreurs et puis peut-être moins de stress in fine quand même. Mais c'est sûr, pour une spécialité qu'il y a dans la marine, et nous, on en a quelques-uns aussi qu'on appelle les oreilles d'or, ça va leur faciliter le travail. Et ça, c'est dû au contexte géopolitique où il faut être le plus rapide, tout simplement. Oui, Michel. Il y a quelque chose qui, je pense, qui va dans le sens de ce que vous dites là, et qui, moi, me travaille beaucoup aujourd'hui. Et je pense que c'est la question que beaucoup de chercheurs se posent. Quand on parle d'IA, déjà il faut parler de l'IA, c'est un terme générique, il y a énormément d'IA. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que jusqu'à présent, l'IA qu'on a connue n'avait pas de conscience. On a passé le test de Turing, pour ceux qui connaissent un peu, à savoir si de l'autre côté du mur c'est une machine ou un ordinateur qui nous parle. Et il y a quelques années, on a réussi à faire le test de Turing, qui a résisté pendant une centaine d'années. Maintenant, on sait plus si c'est une IA qui nous parle ou une personne. Mais l'IA qu'on connaît aujourd'hui n'a pas de conscience. Je pense que la question essentielle que beaucoup de gens se posent aujourd'hui dans notre milieu, c'est qu'est-ce que va devenir l'homme demain s'il n'a plus besoin de réfléchir? Parce que jusqu'à présent, et vous l'avez dit, on met en place des process, en fait, et puis les hommes prennent des décisions derrière. S'il y a une conscience demain, que va-t-il se passer et à quoi va servir l'homme? À mon avis, il ne sert plus à grand-chose, là. Mais la question est vraiment importante, notamment pour l'avenir de l'humanité. Parce que... Ça va vous? Parce que tout le monde, en termes d'angoisse, oui. Non, mais c'est pour mettre un peu d'ambiance. Non, mais ça m'étonne votre remarque, parce que vous avez beaucoup de points communs, tous. Vous m'avez dit tous des choses très similaires, et notamment, vous êtes deux à m'avoir parlé de la balance de Roberval. Quand je vous ai demandé, alors, est-ce qu'on va vers un monde sans travail? Est-ce qu'on va vers un monde avec moins d'humains? Vous êtes deux, vous, Michel, vous aussi, Thierry, à m'avoir dit... l'homme va toujours s'équilibrer, il va toujours trouver le juste chemin, il va toujours s'adapter à la suite. Et là, vous nous mettez un bon coup de pression sur la suite. Non, j'ouvre les yeux, c'est tout. Et je reviens, c'est vrai qu'on a parlé de la balance de Roberval, parce que la nature est faite de telle manière que l'aiguille revient toujours plus ou moins au milieu, et que je suis persuadé que, c'est ce que je disais en préambule, il faut suivre les évolutions. Seulement, il ne faut pas être naïf, il faut comprendre qu'on va passer un cap.
et avec une IA qui va avoir de la conscience, et avec l'informatique quantique. On va atteindre des niveaux qu'on n'a pas connus et que la plupart des gens, je suppose, qui sont dans cette salle, ne peuvent même pas imaginer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. Je dis simplement, il faut avoir les yeux ouverts. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. L'homme a toujours su s'adapter. Et j'ose espérer que ça continuera comme ça et que la balance de Roberval ramènera les choses. Quand ça va trop dans un sens, c'est toujours revenu, l'équilibre s'est toujours fait. Donc je pense que demain ça sera, mais le paradigme sera différent. On réfléchira plus de la même manière. On n'aura plus les mêmes outils et les centres de décision risquent de changer. Il faudra s'adapter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Pour un petit peu d'espoir, aujourd'hui, la machine n'a pas le sens commun, n'a pas la conscience, comme tu disais. Elle n'a pas la conscience, voilà. Et avant qu'elle apprenne le sens commun, il faudra qu'elle soit capable de se déplacer dans le monde pour le prospecter, jouer avec. Donc, il y a une incorporation, une incarnation de l'IA qui sera nécessaire certainement pour qu'elle devienne consciente. Ouais. Et on est encore loin de faire des robots qui sont capables de se véhiculer et de prospecter le monde. On parlait d'une intelligence artificielle consciente dans les années 2015 à l'horizon 2050. Oh, ouais. On est revenu à 2035, aujourd'hui on parle de 2030. C'est demain. Hein. Et le quantique, comme tu disais, on est loin d'envisager ce que ça va produire, en effet. Pour ça. Parce qu'il y a une instantanéité d'une masse de calcul incroyable. Et c'est là où les machines vont pouvoir sûrement prospecter beaucoup plus de possibles encore qu'aujourd'hui et en apprendre beaucoup. Donc là, oui, il y a quelque chose qui est un mur. Vous pouvez écrire, vous avez 3 heures. Ouais, on va vivre une sorte de renaissance. Et vous allez nous faire part d'ailleurs de vos remarques. On va pouvoir bientôt vous donner la parole. Quand je vous ai posé la question d'un monde sans travail, vous m'avez aussi dit, pour vous Michel, pour vous Thierry, oh, moi, à l'âge que j'ai, ça peut venir, je suis très serein sur la suite, la carrière est faite et je n'envisage pas un monde sans travail. Vous, Sylvain, vous êtes un peu plus jeune. Est-ce que vous envisagez un monde sans travail où ça serait totalement délégué à la machine ? Mon point de vue personnel, c'est qu'un monde sans travail, ça n'existe pas. En fait, selon ce qu'on veut entreprendre, de toute façon, il y a toujours une once de travail dedans. Et ce que vous venez de dire aussi était très intéressant vis-à-vis de la valeur actuelle d'une IA en fait à 100% autonome, par exemple dans la musique. En tout cas, c'est pas du tout, comment dire, encore une forme de rivalité possible avec l'esprit humain ou en tout cas avec son travail, etc. Exemple, récemment, enfin je sais plus, ça doit faire peut-être 2 ans déjà, mais ils avaient essayé de reconstituer la dernière symphonie inexistante de Beethoven et la faire écouter par des gens qui sont des pointures en fait de critique classique et compagnie, et en fait ça a été une espèce d'attente très excitante et tout pour tout le monde parce que c'était très pré-expliqué comme pointu, etc. Puis en fait, ils sont descendus d'un gros étage une fois fait. Donc oui, c'était intéressant, mais ça rivalise absolument pas sur l'œuvre de cet artiste-là. Et je pense que ça pose pas ce problème-là aujourd'hui. Après, pour la question de l'avenir, je pense que ça dépend juste de l'évolution de la société aussi. Par rapport aux technologies, comment elles évoluent, est-ce qu'il y a des formes de régression qu'on peut constater d'un côté et des formes d'avancement sociétaux, enfin en tout cas dans la société qu'on peut constater aussi par la libération de tâches en fait que moi je peux comparer aussi dans l'art en fait, des gens qui font des photos qu'on appelle de stock, de musique de stock. Il y en a qui font des films et qui commencent à faire des films avec des bandes originales qui sont déjà composées par des IA, les images aussi qui commencent à arriver un peu dans ces domaines-là. Mais moi, personnellement, ça ne m'effraie pas parce que, égoïstement, je sais que j'ai envie de faire ce travail-là. Je connais beaucoup de gens qui ont l'emploi des intelligences artificielles dans le domaine de l'art, qui aiment pas forcément avoir un contrôle aussi, comme le disait Thierry, avoir une présence parce que les conséquences ne sont pas les mêmes, mais aussi... tout simplement parce que c'est une question-réponse entre l'outil et la personne qui crée derrière. Donc pour l'instant, en tout cas,
Je pense que ça, c'est conservable, même si j'imagine pas ce que peut apporter les futures avancées technologiques quant au quantique, etc., qui vont peut-être faire des choses que je peux pas imaginer. J'ai l'impression que, et moi je suis pas non plus encore dans la génération, j'ai 33 ans en fait, je suis pas un jeune de 20 ans non plus, même si j'échange beaucoup avec ces générations qui sont très intéressantes. Pour le coup, je me sens pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas matière forcément à se sentir en danger vis-à-vis du travail. Comme Michel l'a dit tout à l'heure aussi, en fait, le temps avance et beaucoup de métiers qui sont soi-disant menacés. De toute façon, c'est aussi une transformation des postes et forme de changement en fait des places et des rôles, je pense aussi dans l'art. Vous m'avez dit, tout le monde doit se remettre en question, ça challenge, c'est un beau cadeau que de se dire, bon, si la machine fait mieux, c'est qu'il faut se dépasser soi, quoi. Pour moi, il y a de ça. Pour moi, c'est un signe d'acquis. C'est-à-dire que ce qu'a apporté Jimi Hendrix, par exemple, dans la culture musicale, c'est acquis et c'est quelque chose de laquelle on peut repartir. En fait, on le voit au fur et à mesure. Même les générations, on s'étonne des générations toujours en dessous de nous, en disant waouh, à leur âge, moi je savais pas faire la moitié, mais c'est logique et normal. Et je pense que c'est une suite logique d'évolution de l'homme. Après, encore une fois, c'est une question idiocratique, moi, qui m'intrigue un peu plus, mais j'ai pas le pouvoir de voir dans l'avenir. Et j'ai l'impression. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de notre cerveau humain si on sous-traite tout à la machine ? C'est ça, c'est si les besoins globaux des auditeurs, auditrices et des consommateurs de musique et de culture au sens large régressent, évidemment, la proposition peut être faite par... ça, c'est des questions qui se sont posées aussi. Mais après, de toute façon, personnellement, moi, je suis dans une musique de niche, en travaillant, et il y a déjà beaucoup de travail là-dedans, et même en utilisant des technologies autonomes, quasiment, j'ai envie de dire, c'est quand même au service de quelqu'un qui va avoir une vision de ces choses-là. Donc c'est difficilement comparable un petit peu, en tout cas avec les gens qui sont aussi avec moi autour de cette table, parce que les conséquences sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans l'armée, dans la technologie, dans la science, un résultat qui est pas juste dans la musique, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est provoquer l'inattendu, tromper l'attente, c'est un peu ce qui est recherché des fois aussi. Dans l'art, le principe aussi des fois, c'est de prendre un pot de peinture, l'éclater contre un mur. La première fois, on décide que non, c'est pas quelque chose qui nous raconte quelque chose. La deuxième, peut-être oui. C'est très différent que d'arriver à des résultats justes ou avoir une réaction qui soit rapide et juste quant aux oreilles d'or dans un sous-marin. C'est quand même vachement différent. Hervé, vous allez conclure ce premier échange. Si vous avez déjà des remarques et des questions, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on vient à vous juste après. J'entendais Sylvain, et on a l'espoir que l'IA à l'horizon 2029, avant le quantique, on va dire, nous révèle des structures des données du monde. Voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'observations du monde, et il y a des régularités, des lois physiques ou des lois culturelles qui sont vraies dans nos sociétés ou dans le vivant en général, et on va pouvoir les découvrir par l'IA. Ça sera à nous, alors pour la recherche, de s'en saisir et d'en tirer des législations, des régulations de systèmes et autres, des protections de la biodiversité pour ce qui me concerne par exemple. Mais après, peut-être que c'est la machine elle-même qui va comprendre qu'il y a découverte de nouvelles lois et qui va pouvoir se rajouter et construire dessus. Donc c'est la conscience dont on parlait. Et là, moi, franchement, c'est vrai qu'il y a une limite qui sera peut-être franchie par l'IA quantique, qui est complètement un nouveau paradigme de visite aléatoire, de grandes quantités de calculs. Donc voilà, il y a deux étapes. Là, on vit dans une étape encore assez sereine, où on sait que l'IA observe et construit des modèles. À nous de trouver l'intérêt dans ces modèles, et quand elle sera capable elle-même de trouver l'intérêt dans ces modèles et d'en déduire des nouvelles choses, là, on sera assez gêné peut-être. Suspense. Excusez-moi, oui, juste un dernier mot. Juste, je pense, pour engendrer plus de confiance dans les systèmes, comme veut jusqu'au président Macron, je pense qu'il faudra créer un régulateur, comme on dit, l'IA, ok, ça n'a pas de conscience, mais il y a des êtres humains un peu inconscients.
Et je pense, pour rester sur notre image de balance de Roberval, pour moi, je suis profondément convaincu effectivement qu'après des événements extrêmes, on revient toujours au point milieu. Et pour éviter d'arriver à ces points extrêmes, je pense qu'il faut un petit gardien du temple. Côté informatique et liberté, il y a bien la CNIL, etc. De temps en temps, il faut bien un petit garde-fou pour dire non, là vous faites des bêtises. Voilà. Tout simplement, en travers de ça, avec un régulateur, je pense qui va se mettre en place, je pense, sous un an. Ça va nous faire gagner du temps aux uns aux autres. Vous savez qu'il y a une entreprise depuis quelques années au Japon qui a attribué un siège de son conseil d'administration à une IA. Toujours dans les bonnes nouvelles, Michel. Merci en tout cas. Pour réguler. N'hésitez pas à intervenir si vous avez quelque chose. Je viens à vous avec un micro. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui, comme moi, ont tendance à dire s'il vous plaît et merci à Siri en se disant que si demain la technologie prend le pouvoir, elle peut être sensible à la politesse et que donc elle sera peut-être plus sympa avec moi? Non, pas du tout. Donc je suis très seule dans ce cas-là. Mais priez pour moi. Oui, il faut être poli avec l'IA, je pense. Bonjour ChatGPT, comment vas-tu? Est-ce que tu peux m'aider? Et peut-être est-elle sensible à la politesse. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question à nos intervenants ou faire part d'une remarque? N'hésitez pas, on a un petit peu de temps pour échanger ensemble. Madame, merci beaucoup pour le micro. Bonjour, merci. Je voulais savoir comment on peut sécuriser les données. Donc, effectivement, les données artistiques, droits d'auteur, etc., ou les données de la recherche, de tout ce qu'on a, et les sécuriser pour traduire que là, c'est bien un chat, c'est pas un rat, etc., et que par la suite, on puisse être certain que la décision qu'on va prendre n'est pas fondée sur des mauvaises données qui ont été mal interprétées. Donc, comment on fait quand on est en France par rapport à toutes ces données internationales qui arrivent, puisque vous parliez d'un régulateur? Mais un régulateur à l'espace international, ça ne va pas être gérable. On voit déjà les limites de la CNIL juste avec la musique. Merci. Qui souhaite répondre? J'ai une remarque, ça rejoint la notion d'hallucination. Donc aujourd'hui, les modèles ChatGPT et autres peuvent halluciner et divaguer complètement en prenant une fausse route de récurrence de séquences de mots. Donc on n'est pas à l'abri d'hallucinations aujourd'hui tant qu'il n'y a pas la conscience chez la machine. Donc quelles que soient les données que vous donnez à la machine, si elle hallucine, ça ne sert à rien de lui donner plus de qualité en données. Après, est-ce que lui donner que des données de qualité suffirait à ce qu'elle n'hallucine plus? Je ne sais pas. Et l'autre question que vous posiez, c'était est-ce qu'on peut s'assurer que les données qu'on fournit à la machine seraient toujours de bonne qualité, intègres? Et je pense qu'il existe beaucoup d'artefacts dans les mesures qu'on fait nous-mêmes dans l'environnement, par exemple. On peut avoir des cartes son qui génèrent du bruit, on peut avoir des sous-marins qui passent au moment où on enregistre des baleines. Et si on présente à la machine, ça c'est du bruit de baleine, et elle va confondre avec un bruit de sous-marin. Non, on n'est pas garant de la qualité des données qu'on présente aux machines aujourd'hui. On ne peut pas être garant. Les filtres eux-mêmes sont des systèmes IA appris sur des données potentiellement contaminées à 10-20% de fausses mesures. Et donc on peut vite diverger. Je suis d'accord que... Aujourd'hui, chez nous, je vous rassure, non, chez nous, je m'inscris en faux. En fait, on teste et on surteste tous nos données que l'on stocke dans des data centers ultra sécurisés. Voilà, j'en dis pas plus. Deuxièmement, on se part aux attaques de cybersécurité. Notre centre névralgique est au Lioul, on a parmi les meilleurs, enfin, je pense, experts en cybersécurité. Et je vous dis pas qu'avec le contexte géopolitique, on fasse pas l'objet d'attaques, évidemment. Voilà, je préfère me taire sur ce sujet. Mais troisièmement, je vous dis, on teste énormément. En fait, chez nous, les jeunes ingénieurs, ils arrivent en informatique ou en logiciel. Ils ont à concevoir un logiciel pour un produit défini, un lance-leur, voilà, un lance-leur antimissile. Ils sont sur leur PC, ils développent. Ensuite, on agrège les différents logiciels. Et pour qu'ils, une fois assemblés, ils constituent ce qu'on appelle le Combat Management System, autrement dit le cerveau du sous-marin ou du bâtiment de surface. Et ensuite, on teste ça à terre. Et ensuite, on met ça qu'à bord des bateaux où il y a des essais quais et des essais mer. Donc avant, vous voyez que le marin ou le client final utilise le produit fini, il y a 5 ou 6 étapes. Et s'il y avait une donnée erronée dans le data center, on l'a passé au filtre parmi les 5 étapes auparavant.
Enfin, jusqu'à présent, en tous les cas, on arrive à peu près au bon du premier coup parce qu'on dévermine le sujet à outrance. On anticipe énormément de multiples tests, autrement dit, en avance de phase. Voilà. Et sur la gouvernance internationale, Michel, sur l'idée qu'il est difficile d'avoir un régulateur dans un monde qui est globalisé, avec un Internet globalisé. Voilà, oui, ça c'est le problème de la souveraineté. Mais je voudrais rebondir sur la question qui a été posée, ce qu'a dit Thierry. C'est vrai que là, ce que tu dis, c'est dans le cadre d'entreprise, et je connais bien Naval Group. Dans le cadre de Naval Group, c'est bien cadré. Maintenant, les informations qui arrivent chez ChatGPT et chez le grand public, c'est autre chose, et je pense que c'est de ça qu'on parlait peut-être aussi. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout n'est pas perdu, puisque tu me dis que je suis négatif, je vais sortir quelque chose de positif. Je connais quelqu'un que tu connais d'ailleurs, qui s'appelle Gilles Perruchot, qui a qui travaille, il a une chaire à l'ISEN, à Toulon, et il travaille sur l'Anthropocène. Alors qu'est-ce que c'est ce charabia, l'Anthropocène? C'est simplement la capacité d'analyse qu'on peut avoir par rapport à une technologie qui est mise en place pour savoir si la planète peut accepter le développement de cette technologie. Et moi je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, j'organiserai avec la French Tech dans peu de temps une conférence où il va participer d'ici la fin de l'année. Et je trouve que c'est très intéressant par rapport notamment à la question qui a été posée. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui commencent à se poser ces questions et à savoir comment qu'on peut contrôler certaines choses. Alors, je suis d'accord, dans le cadre d'une entreprise, et notamment d'une grande entreprise, moi j'étais ST Microélectronique, Naval Group, tout ça, c'est bien sécurisé, mais on n'est pas sécurisé à 100%, comme tu l'as dit, c'est clair, mais c'est très sécurisé. Au niveau du grand public, ça l'est moins. Mais il y a des gens aujourd'hui qui travaillent justement à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire et jusqu'où on peut aller. Et l'exemple de l'Anthropocène, je vous invite à aller sur Internet et regarder ce que fait Gilles Perruchot. C'est vraiment très très intéressant. Maintenant, pour revenir à ta question, au niveau de la souveraineté, c'est clair que moi je viens de l'IA embarquée et une des raisons d'être de l'IA embarquée, il n'y a pas que ça, mais la souveraineté. On a eu la chance chez Cartesiam de recevoir un ministre qui est toujours en place aujourd'hui, qui s'appelle Franck Riester, à une époque où on cherchait à faire une levée de fonds. Et il y avait des Russes qui étaient très intéressés par notre technologie. Et Franck m'a dit, écoute Michel, il est hors de question que ta technologie, elle parte à l'étranger. Parce que c'est une technologie qui permet justement d'assurer la souveraineté des données en travaillant hors cloud. Je schématise pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais enfin, c'est ça, on travaille en interne. Un de nos premiers clients avec Naval Group, ça a été le groupe Michelin. On sait que chez Michelin, le secret, c'est vraiment quelque chose de très important dans cette entreprise. Et Michelin a été aussi un de nos premiers clients. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on travaille tous à la sécurité. Et là, on rejoint les problèmes évoqués au niveau notamment de la cyber. Parce que la question, c'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand. Parce qu'on sera tous attaqués de toute manière. Donc voilà, si je peux répondre. Vous savez ce que je pense. 75% des PME ont déjà subi une cyberattaque, c'est énorme. Les entreprises en général. Et pour ça, et je le dis pour ceux qui sont dans la salle, on vient de créer le CCIRT à Toulon, qui est basé dans l'immeuble de Toulon Var Technologies. Certains dans la salle étaient à l'inauguration avec moi. Ce CCIRT est là pour aider les entreprises à justement réagir avant d'être attaquées. Et s'il y a un problème, on les appelle et ils essayent de trouver des solutions pour qu'on puisse réagir et récupérer un maximum de données le plus rapidement possible. Merci Michel. Monsieur. Oui, alors un commentaire. Merci en tout cas pour ces échanges qui sont passionnants. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de conscience. Un ordinateur n'a pas de conscience. Donc jusqu'à présent en tout cas, mais pour l'instant, elle n'existe pas. Elle existera peut-être demain, mais clairement, elle n'a pas de conscience. Moi, j'ai interrogé ChatGPT, est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable d'arrêter le test de 1000 grammes? Et ChatGPT m'a répondu non, c'est impossible, parce que l'ordinateur n'a pas de conscience.
Donc il n'est pas capable de faire la différence entre le bien, le mal, le beau, le laid, de créer. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, je rejoins complètement ton point, Michel, parce que pour enseigner la transformation digitale des organisations en RH, qui arrive, ça va devenir chaud, très chaud. Alors là, je pense qu'on aura peut-être effectivement une intelligence artificielle qui sera dotée d'une certaine forme de conscience. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors maintenant, ce que j'explique à mes étudiants, le vrai problème, il n'est pas technologique, parce que la rupture est faite depuis 2007-2010. La question, elle est éthique. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc? Et je ne crois pas un instant à un régulateur mondial. On sait très bien que le Brexit, c'est Cambridge Analytica, que les Russes et les Chinois font tout pour foutre le bordel dans nos élections et ils réussissent plutôt bien. Et on est au début du début du début. Enfin, je veux dire, la vague va être absolument monstrueuse parce qu'effectivement, l'IA permet une massification d'un côté et une personnalisation ultime de l'autre, dont je peux m'adresser à vous individuellement, mais vous donner le même message, mais vous aurez l'impression qu'il n'est évidemment déployé que pour vous. Donc ça va devenir très chaud. Et je pense que les problèmes sont principalement éthiques. Relisez La Servante écarlate. L'autrice a créé un concept qui est celui de l'ustopie. Et c'est un peu la balance de Roberval, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on a l'utopie d'un côté et la dystopie de l'autre, et on est entre les deux, mais moi j'ai aucune idée de l'endroit où ça va se trouver, in fine. Et alors pour conclure, je suis un peu effrayé par ce que vous dites. J'ai eu l'occasion de discuter avec un capitaine de vaisseau qui commandait le Suffren, et il m'a dit, je lui ai demandé, est-ce qu'un jour tu as eu peur? Il m'a dit, j'ai eu peur une fois parce que ma frégate était complètement éclairée par les Russes. Dans le jargon technique, ça veut dire que les Russes étaient prêts à tirer et que dans sa faculté de réaction, il était autorisé à répondre. C'est-à-dire pas à répondre, il était autorisé à tirer avant les Russes. Et donc, si l'IA se substitue à l'être humain, on avait la Troisième Guerre mondiale. Hein, parce que l'IA aurait lancé les missiles du Suffren. Lui, il n'a pas appuyé sur le bouton. C'est quand même la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Les Israéliens utilisent des missiles Arop qui sont c'est les missiles kamikazes. On leur a donné effectivement le paysage et on leur a dit, comme le Hamas se planque dans les hôpitaux, le missile il va dans les hôpitaux. Parce que le missile est très con. Comme l'ordinateur d'ailleurs. J'ai 40 ans d'informatique et la seule conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'un ordinateur est très con. Il fait juste la différence entre 0 et 1. Vous partirez pas en vacances avec un ordinateur, par exemple? Pas... Moi, je suis bourré d'ordinateurs, j'en ai partout, je ne sais plus où les mettre. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand vous avez fini de lire un livre de Beckett, vous continuez à dialoguer avec Beckett. Alors, quand vous fermez votre ordi, vous dialoguez plus avec personne, quoi. Et ChatGPT, c'est une merde infâme. Enfin, nous, on fait travailler nos étudiants avec ChatGPT et on leur démontre que c'est une merde. Ça parle au passé composé, c'est bourré d'erreurs, c'est pas sourcé. Enfin, je veux dire, on voit tout de suite un travail qui est fait par ChatGPT. Sauf que, effectivement, la facilité, c'est d'utiliser ChatGPT, quoi. Moi, je fais de la création d'images pour illustrer mes trucs avec ChatGPT. Mais il vous ressort tous les biais, c'est hallucinant. Vous demandez une image à ChatGPT, il vous sort tous les biais possibles et imaginables. Vous demandez un profil d'étudiant qui va être diplômé, c'est une asiatique. Hein. D'un prof, c'est Michel, il a les cheveux gris, des lunettes. Voilà. C'est trop marrant. ChatGPT est sexiste en plus. Ah, complètement. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ChatGPT, il vous fait aimer un peu plus que vous aimez déjà et détester un peu plus que vous détestez déjà. Voilà. C'est de la bouillie pour chat, ChatGPT. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut dire à ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des IA génératives comme ChatGPT, qui est dépassé aujourd'hui. ChatGPT est complètement dépassé. Il faut arrêter tous les abonnements à ChatGPT. Il y a des choses gratuites qui sont encore plus intéressantes. Des noms. On veut des noms. Je peux te les donner, je les ai tous dans mon ordinateur. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, on parlait de souveraineté. ChatGPT est capable d'écrire du code. Il y a des data scientists aujourd'hui, et j'en connais, qui se cassent plus la tête à écrire leur code. Ils le demandent à ChatGPT. Je fais ça aussi. Oui, tu fais ça, tu travailles contre la France. Parce que quand tu l'as écrit dans ChatGPT, ton code, il est parti chez Google, il n'est plus en France. Et ça, les gens ne sont pas conscients. Donc il ne faut pas le faire. On écrit beaucoup chez Google, oui, c'est vrai. Trop. Voilà. Et ça, c'est le problème de la souveraineté. Donnez-nous un outil français pour le faire. Oui, il y a Mistral là, qui arrive. On ira à Mistral, oui. Ah bien.
Une remarque, Charles Berling. Oui, je voudrais faire une remarque, parce que est-ce que vous avez déjà fait, vous messieurs, votre curriculum par ChatGPT? Est-ce que vous faites-le, vous allez voir ce qui vous sort comme connerie absolue. C'est-à-dire, moi je l'ai fait, c'est-à-dire mon curriculum vitae, c'est plus, c'est-à-dire, je vois bien qu'il y a des mots-clés qui l'ont fait travailler, mais c'est là où je suis d'accord. Le problème de l'éthique, c'est que c'est publié comme une certitude. Il n'y a pas un homme derrière, un être humain. Un être humain qui a dit « Attention, ces données sont probablement totalement fausses » parce qu'elles réagissent à un raisonnement qui est stupide, comme il le dit, qui est totalement faux. C'est-à-dire que moi, comme je suis un artiste, j'ai forcément fait l'école des beaux-arts, je travaille dans l'espace public, par exemple le théâtre public, j'ai fait les travaux publics, enfin, parce que je travaille, enfin, vous voyez, c'est-à-dire, c'est une somme de fausses informations qui sont affirmées. Il est là mon problème. Moi, tout le monde peut se tromper. L'être humain qui se trompe, il dit, bah, pardon, je suis pas sûr de ce que je dis. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire il a une conscience et il mesure qu'il est peut-être là. Il n'y a donc pas d'être humain derrière, un peu sensé, qui est l'ombre d'une éthique, même le début des commencements d'une éthique, parce que si on livre le monde à juste de la technologie et à des ingénieurs, moi souvent, je veux dire, on est chez soi, on a vu, moi à mon âge, j'ai vu l'évolution de la technologie. À quoi nous servent toutes ces machines qu'on nous vend? Mais à rien, c'est-à-dire j'utilise, comme tout le monde, 2% peut-être du potentiel de la machine qu'on me donne. Donc ça veut dire que derrière ça, il y a une logique commerciale, purement utilitaire, commerciale, mais qui n'est pas une conscience, c'est-à-dire qui n'est pas une pensée. Vous voyez, j'ai travaillé sur Hannah Arendt qui dit plus on va réduire le monde à son aspect utilitaire, et plus on est sûr qu'on va fabriquer un monde invivable. Parce que, au bout du compte, la technologie, tout ce qu'on dit sur le travail aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur les avancées technologiques, tout à l'heure, vous avez dit, à juste titre, on va travailler de moins en moins. Avant, c'était 80 heures, la pénibilité du travail. Tout ça, on comprend. Mais est-ce que vous pensez qu'on est en train de fabriquer un monde où l'être humain va être plus heureux dans son travail? On pose même la question, l'être humain doit travailler, parce que travailler, c'est... Enfin, pour moi, je pense que c'est se construire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, de toute façon, dès on se réveille le matin, on commence à travailler, il faut prendre son petit déjeuner, il faut faire des choses pour exister, pour vivre. Enfin bref, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie pure est stupide, c'est vrai. C'est-à-dire là, quand ChatGPT, je dis pourquoi il n'y a personne qui sur l'ordinateur signale attention, ce contenu est peut-être faux. Et tout le drame du monde aujourd'hui, et les totalitarismes, et la Chine, et la Russie, et les fascismes sont dans... Je déclare quelque chose de vrai alors que je sais pertinemment que c'est faux. Et je me sers de ces technologies qui sont déjà mûres pour amener de la fausseté partout et pour faire qu'au bout du compte, eh bien, le bien commun que nous avons, c'est-à-dire le fait que les êtres humains ont construit des sociétés en confrontant leurs vérités, elles sont multiples les vérités, mais là, l'idée de la vérité disparaît. Et donc, je pense que là, on arrive à quelque chose. C'est ça qui m'a choqué quand j'ai vu mon curriculum. C'est pas qu'il soit faux. Parce que j'ai bien vu qu'avec l'événement de l'électronique, en 25 ans, et puis quand on travaille, on voit bien que les curriculums passent de main en main et sont... Bon, c'est le jeu, là où on dit, on donne une phrase à quelqu'un et ainsi de suite, et puis bon, ça d'accord. Mais ça n'est pas dit. C'est ça mon problème. C'est-à-dire, pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne signale pas? Il le signale, hein. C'est-à-dire que j'ai eu des prompts de ChatGPT qui m'a dit « Attention, ça peut être faux. S'il ne sait pas passer ça et ça... » Parce qu'en plus, ça dépend quel ChatGPT on utilise. Hein. Il faut savoir que le 3.5 qui s'arrête à 2022. Donc depuis 2022, quand on demande, si tu demandes à ChatGPT 3.5, je ne parle pas du 4 ou du 4.0, mais du 3.5, quel est le président de la République en France? Il dit « Attention. » Ça devrait être Macron, sauf s'il s'est passé ça, ça, ça et ça. Donc il y a quand même des choses. Et la deuxième chose, pour répondre à cette réflexion qui est très juste, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on s'adresse à l'IA générative, on s'adresse à de la data.
C'est pas un homme qui est derrière, c'est de la data. D'où ma remarque tout à l'heure sur la conscience. Tant qu'il n'y a pas de conscience, il y a de la data qui est interprétée. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, attention, quand l'IA deviendra consciente demain, et on parle de 2030, le paradigme sera complètement différent. Et là, je pense que le CV, il a plus de chances d'être juste, surtout avec le quantique. On va prendre une... Donc vous avez demandé à ChatGPT qui est Poutine. J'ai posé plein de questions à ChatGPT. Des questions très précises où effectivement je l'ai pris en flagrant défaut d'erreurs factuelles. Il me dit conneries. Bon. Mais des questions plus générales, qui est Poutine? Faites-le, c'est fascinant. Demandez à ChatGPT qui est Poutine et vous vous dites qu'un gamin en école primaire ou au collège, il va poser une question comme ça. Poutine, pour ChatGPT, c'est un mec bien. Hein, c'est un mec bien. Eh oui, il y a un aspect éducatif. Alors, il nous reste deux petites questions. C'est flippant. Parce qu'on va se quitter, vous savez, c'est l'heure de se quitter. On va pleurer. Il nous reste deux questions des deux côtés, on va essayer de les faire. Bonjour, encore un grand merci aussi pour tout ce que vous faites et contribuer à nourrir de véracité ce qui nous arrive. Moi, je voulais juste poser la question par rapport à tout ce qui est dit là sur ces nouvelles intelligences artificielles, de la réglementation, parce que derrière, en fait, c'est un gros problème sur l'éthique. J'ai adoré quand vous avez parlé de références d'évolution, et moi souvent je parle en effet du passage du cheval à la voiture où il n'y avait pas le code de la route et les voitures se croyaient tout permis, tuaient carrément des piétons, et qu'on en est arrivé à un juste milieu où maintenant voilà, j'ai pas de questions, mais je voulais aussi un peu rebondir en fait par rapport aux futures générations. Moi je trouve que là, aujourd'hui, j'apprends par exemple avec une appli l'espagnol. À mon âge, je ne sais pas comment et pourquoi, mais ça y est, je vais pouvoir parler espagnol. Donc je trouve ça fabuleux comme invention. Alors certes, c'est artificiel, je n'ai pas de professeur en face, mais après aussi, je repensais à, alors là pour le coup, je renomme Google Traduction, où vous avez aussi des personnes qui ne se connaissent pas, et notamment mes voisins qui sont alors de Colombie, d'Ukraine pour certains, etc., en train de dialoguer pour vivre ensemble pour demain. C'était un peu pour donner aussi le moral de ces nouvelles technologies. Et là, ma question, elle serait sur les émotions, puisque justement, il n'y a pas de conscience. Ce fameux aussi télétravail dont on a parlé, la capacité aussi à rester derrière un écran pour échanger. Et on voit avec la Covid que maintenant, il y a une urgence à refaire du relationnel en présentiel. Mais pas que, parce que le distanciel permet aussi d'avoir une meilleure hygiène de vie de travail. Voilà, donc je n'ai pas de questions précises, si ce n'est comment vous voyez la nature humaine et notamment donc cette dimension émotionnelle que la machine ne pourra pas avoir en utilisant les machines pour le futur. Je pense que l'émotion est fondamentalement dans l'incarnation. Sans incarnation, pas d'émotion. Et donc, tant que les machines sont dans des boîtes, il n'y a pas trop d'émotions à en espérer. Quand elles commenceront à se déplacer dans le monde, entre nous, là... Est-ce que conscience égale émotion? Est-ce qu'avoir une conscience, c'est avoir des émotions? Certainement. Ouais. Certainement. Ouais. Ah oui, je pense que oui. Nous, en fait, on va garder l'aide à la décision, côté industrie de défense, là. Donc on gardera l'humain, comme je redis, là, comme je dis tout à l'heure, effrayant, etc., où je me suis mal exprimé. Mais nous, on ne fera jamais confiance entièrement à la machine. Enfin, ou alors, dans 10 ans, je ne serai plus là, mais il n'y aura pas que moi. Mais il y a d'autres têtes, vous inquiétez pas, un peu sages. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Donc l'aide à la décision va être toujours entre les mains de l'humain. Mais si tant est, comme j'ai dit, qu'on fasse plusieurs tests au préalable pour vérifier ce qu'on a mis dans nos data centers, évidemment, quoi. Oui, partenariat. Mademoiselle, vous avez le mot de la fin. Merci beaucoup, merci pour les interventions, c'était très intéressant. Et je rejoins un petit peu aussi ce que disait Charles sur l'éthique, bien sûr, mais du coup, comment on se forme en fait à l'utilisation de cet outil? Parce que je me dis qu'on peut avoir l'outil le plus sophistiqué au monde, si 80% de la population ne sait pas s'en servir, comment on fait? Et donc ça, et comment on fait aussi...
si on l'utilise bien, si on l'utilise mal, comment ça se passe? Parce que je me dis que même si on a la bonne volonté, si on l'utilise mal, on peut inconsciemment avoir des dérives. Ça, on voit à Google, on n'est pas au courant, enfin bon, des choses comme ça. Et il y a une autre question aussi, c'est la question écologique, parce qu'on sait que ça utilise beaucoup de data. Avec le quantique, peut-être qu'il va y avoir un basculement, mais c'était mes deux questions. Qui souhaite répondre? Pour l'apprentissage, on pousse nos étudiants à utiliser ces modèles génératifs et à les critiquer, comme tu disais aussi. On leur montre qu'ils sont encore capables de dépasser largement des réponses de ces systèmes. Donc on ouvre les vannes pour qu'il y ait l'interaction entre ces systèmes et nos étudiants. Ça me paraît important. Et ensuite, pour l'économie, ça c'est rejoint l'IA embarquée et les modèles neuromorphiques. Donc c'est sûrement par ces technologies qu'on... C'est vrai que quand on arrive à faire de l'IA complètement embarquée, comme on l'a fait chez Cartesiam, où on a embarqué notre IA sur un tout petit microcontrôleur, quand on consomme 0,003 watts en IA embarqué, on peut utiliser des kilos et des kilowatts dans le cloud. Donc là, il y a l'IA embarqué, c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé, je pense, d'abord pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes de rentabilité, parce que ça coûte moins cher à être mis en place, pour des problèmes de durabilité, et puis c'est des solutions qu'on peut avoir assez rapidement. Et ce que je disais tout à l'heure à propos de Guillaume Perruchot et l'Anthropocène, ça va dans ce sens-là. Il y a des gens qui commencent à réfléchir pour se dire, est-ce que notre planète, elle est capable de supporter telle ou telle technologie, telle ou telle avancée? Et je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. D'ailleurs, vous verrez, si vous allez sur le site, ils ont créé un grand cercle avec des vecteurs qui sont verts ou rouges. Et on voit si on arrive à créer, on va créer demain un nouveau moyen de locomotion qui fonctionne avec X, Y ou Z technologie. Est-ce que la planète peut supporter cette technologie? Ben voilà. Et donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir confiance. Bientôt, la majorité de l'énergie électrique qu'on produit irait pour les data centers. Donc c'est pas tenable. Un prompt sur ChatGPT, c'est 2 km en voiture. C'est une info. Il en a fait 10 cet après-midi, on peut le huer. Non, pas du tout. Non, mais il y a un enjeu éducatif qui est évident. Ça ressort dans vos interventions. Il faut s'approprier cet outil et le faire sien. Et est-ce que ça suffira? Peut-être pas. Et Guillaume Perruchot travaille aussi, je pense que ça rejoint ce que disait Charles Berling, sur le travail de l'imaginaire, c'est-à-dire quel imaginaire on veut dans ce monde qui est très technologique. Il ne faut pas délaisser cet imaginaire. Alors, nous quittons pour le moment. En attendant, l'atelier ChatGPT est un con, est un gros ringard, puisque manifestement c'est le cas, qui nous apprendra tout des secrets de cette technologie. Je signale que vous, Michel Rubineau, vous organisez un meet-up le 6 juin prochain, c'est jeudi prochain, oui, à 19h à Chalucé avec la French Tech Toulon. Vous recevez le CTO, le chef technique de chez IBM, exactement, David Vasquez, le patron de la techno d'IBM. Sur l'IA générative, et vous avez intitulé cette rencontre « Le bon, la brute et le truand ». Le quantique arrive et ça va faire bouger les lignes, vous m'avez dit, mais c'est peut-être pas ça qui sera au cœur de votre meet-up. Qu'est-ce que c'est tous ces anglicismes, Michel Rubineau, French Tech, meet-up? Allons, reprenez-vous. Je suis désolé. En tout cas, merci pour votre écoute attentive et sage. Merci en tout cas d'avoir essayé de me réconforter. On se retrouve dans quelques minutes. On attaque tout à l'heure à 18h une seconde table ronde sur le travail et on part en mer ensemble. Et après, on peut boire maintenant des choses, me dit Tiffaine Sanson. Donc, allons boire des choses ensemble et continuons les échanges là-bas, si vous le voulez bien. Merci à tous.